Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir. Vous êtes journaliste, président de la Ligue de protection des oiseaux. Alors on vous connaît à la télé pour avoir présenté de nombreuses émissions comme Animalia ou Entre chiens et loups. Et vous publiez aujourd'hui Il faut continuer de marcher. C'est un livre mémoire aux éditions de La Martinière. Alors on y apprend, et moi ça m'a énormément surpris, que vous, le grand défenseur de la cause animale, on y apprend page 281, je donne un scoop, vous révélez « J'ai chassé. Je devais avoir 16 ans et le goût de la traque et de la possession m'envahissait. » Enfin, comment ça se fait que vous, qui avez combattu les chasseurs toute votre vie, vous êtes vous-même un ancien chasseur? C'est parce que précisément j'ai tué, j'ai retiré la vie pour le plaisir, qu'un jour je me suis dit mais ça ne peut pas durer. De la même façon, j'ai manipulé beaucoup d'animaux sauvages, des serpents, des rapaces et autres, que j'ai gardés en cage, et ça m'a conduit à avoir un regard très critique à l'égard de la captivité. C'est l'enrichissement de l'expérience, et à mon âge, on a ce privilège. Alors voilà, dans ce livre, vous revenez sur tous les combats que vous avez menés. Quel est celui dont vous êtes le plus fier, rétrospectivement? Beaucoup, par bonheur, me viennent à l'esprit. 20 ans pour faire stopper le braconnage des tourterelles dans le Médoc. Le drame de l'Erika. 11 ans de procédure pour obtenir le préjudice écologique. Un truc qu'on ne sait pas trop sur les marchés. Par exemple, autrefois, les volailles et les chevreaux avaient les pattes liées. On les suspendait à des balances romaines pour les peser et les vendre. Bon, j'ai obtenu qu'on les mette dans des cageots. Voilà, c'est maintenant comme ça que ça se passe. Mais peut-être ma fierté, c'est d'avoir passé le relais. C'est-à-dire que je rencontre aujourd'hui des vétérinaires, des biologistes, des chercheurs qui m'ont dit, un jour on a vu Animalia et on a dit que notre métier, ça serait la nature, les animaux. Et je crois que dans la vie, on doit passer le relais, oui. Autrefois, les volailles, on les suspendait par les pattes vivantes. Moi, j'ai connu ça. J'étais chargé de mission au ministère de l'Agriculture pour la condition animale. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais j'allais sur les marchés et à partir de 5 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi, les volailles avaient en grappe les pattes liées, c'était vraiment une horreur. Mais on s'en foutait. On s'en fout encore aujourd'hui dans les élevages en batterie pour les poules pondeuses. C'est un autre débat. Alors, si, mais on peut en parler. Moi, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard. Mais même si, justement, il y a quand même du mieux de ce côté-là. Vous avez vu McDo qui a dit, maintenant, on ne veut plus de poules pondeuses dans des cages. On les veut aller... Et c'est une question que j'allais vous poser. Vous qui êtes un spécialiste de l'image, est-ce que ces vidéos sur Internet ne font pas énormément progresser la cause animale? Je dis ça, il y a aussi, vous savez, les poils des lapins angora. Bien sûr. Eh bien, depuis qu'il y a des vidéos, et on voit ces pauvres lapins hurler quand on arrache leurs poils, Benetton a dit, moi, j'en veux plus. Oui, mais vous savez, si les femmes qui portent de la fourrure ou les gens qui mangent des œufs issus d'élevage en batterie, ou voyez la réalité. Mais on la voit sur Internet. Ah oui, non, mais elle a toujours été cachée. Et par bonheur, des associations comme L214 et d'autres font des vidéos clandestines, l'achat dans la nature, et là, ça commence à secouer les consciences. Malheureusement, il faut en passer par là, montrer la réalité, et après, le citoyen peut devenir éco-citoyen. Vous parliez de McDo. McDo a plus de pouvoir qu'un ministre de l'Agriculture. Si McDo décide de faire du lait bio, ce qui est le cas actuellement, eh bien, il va générer une production colossale que jamais un ministre de l'Agriculture ne pourra imposer à la production agricole. Même chose pour les œufs au sol ou le bio en général. Donc, peu à peu, les élevages de proximité, etc., ça progresse, notamment parce qu'on a toujours dit « ça coûte trop cher ». Ben non, ça coûte pas tant que ça si cher. Et puis, il y a une question de conscience. Vous parliez de ces vidéos qui circulent sur Internet. Ce sont des images que vous ne pouviez pas diffuser. Révélez-nous le secret à l'époque, dans Animalia. Ben non, mais on n'avait pas de caméra cachée. Moi, j'ai fait pour la souffrance animale, elle était totalement cachée autrefois. Elle l'était, oui, énormément. Et puis, on rentrait pas. J'ai fait un dossier de l'écran sur l'expérimentation animale. Mais je vous assure qu'on n'avait pas de caméra dissimulée et tout. J'arrivais avec une vraie caméra et j'arrivais à montrer des horreurs. C'est vous dire. Donc, aujourd'hui, la conscience s'installe peu à peu. Mais quelle souffrance. Le bien-être animal, c'est une cause dont vous pouvez vous revendiquer. Oui, moi et d'autres, mais ça m'a beaucoup touché. Deux choses m'habitent. D'une part, le respect du vivant. C'est pas parce qu'on est dominant sur Terre qu'on a le droit de s'exonérer de notre responsabilité à l'égard de l'animal et singulièrement de sa souffrance. Mais l'éthologie vient de nous enseigner tout récemment que les animaux étaient capables d'avoir de la peine, de l'amour, de la convivialité, de la solidarité. Rendez-vous compte qu'il y a
2 décennies à peine, on pensait que les bébés ne souffraient pas parce qu'ils n'avaient pas de terminaison nerveuse. C'est dire pour l'animal. Bébé humain. Oui, bébé humain. Et donc on faisait des opérations sans anesthésie, ça braillait, mais c'était pas grave. Donc par bonheur, on avance, mais en attendant. Et puis il y a la... Mais ça, on avance positivement. Autant non, parce qu'on dit qu'en écologie tout se dégrade, là au moins sur la cause animale, le bien-être, ça va dans le bon sens. Oui, mais il y a des lobbying terribles. Et je peux vous dire que si on avance, c'est grâce à l'Europe. Et grâce singulièrement aux pays nordiques qui nous expliquent qu'on peut faire du développement sans contraindre les animaux. Bon point. Alors là où on avance moins mais on recule, en revanche, c'est sur tout ce qui est réchauffement climatique. Je vous dis ça parce que vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux. Est-ce qu'il faut y voir une conséquence du réchauffement climatique? Mais on va voir un petit sujet qui montre que certains oiseaux migrateurs ont changé leurs habitudes. Et c'est le cas notamment, vous allez voir, de la spatule blanche. Avant, dans les années 90, on n'avait pas de spatule qui passait l'hiver chez nous. Et puis après, avec les hivers qui étaient de moins en moins froids, ils ont résisté. Donc au lieu d'aller en Mauritanie et se taper 2000 ou 3000 km, eh bien on fait 300 km des Pays-Bas jusqu'au Marcanterre. Ces évolutions sont parfois positives, mais sont souvent négatives. Et on voit des espèces, suite à cette évolution, qui diminuent. Leur population diminue, le nombre d'individus présents diminue. Et ça, c'est une vraie inquiétude. Est-ce qu'il y a d'autres espèces comme ça? Oui, bien sûr. Il y a la cigogne blanche, par exemple. On sait qu'il y a à peu près 700 à 1000 individus qui restent en France et qui ne font pas le grand voyage. Alors, le grand voyage, ça signifie des dangers, des mortalités. Donc, en ce sens, c'est bien. Mais... il y a des hirondelles également. Enfin, il y a pas mal d'animaux qui maintenant ne s'engagent pas dans la grande migration. Mais le problème, c'est que vous avez des animaux sédentaires, les oiseaux, qui vont à une période précise donner la vie et donc devoir alimenter les poussins. Or, ces oiseaux viennent d'Afrique et reviennent régulièrement, mais pour alimenter les poussins, il faut des chenilles, il faut des insectes. Et le pic de naissance des chenilles est anticipé de 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'au moment où naissent les poussins, il n'y a plus l'alimentation nécessaire. Ah oui. Il y a un décalage dans le temps. On voit les effets secondaires. Je vais prendre le renard roux, par exemple. Eh bien, il est remonté très, très au nord. Et maintenant, il commence à repousser le renard polaire. J'étais avec le CNRS au sud de Toulouse il y a quelques jours. Ils travaillaient sur le lézard vivipare. Avec les réchauffements, on constate qu'il y a une accélération de son rythme de vie. Il a sa maturité sexuelle en théorie il y a 2 ans. Là, il va l'avoir à 1 an. On se dit, c'est peut-être pas si mal. On va être envahi par les lézards ? Non, justement pas. C'est le contraire. Parce qu'il y a une telle accélération de vie que le lézard se fatigue, il va mourir beaucoup plus jeune. Et on constate que les naissances ne compensent pas les mortalités. C'est une espèce qui pourrait disparaître. Et on nous dit qu'on n'en est qu'au début du réchauffement climatique. Si on veut faire bouger les choses, il y a un moment, il faut un peu faire de la politique. Et vous reprochez au mouvement écologiste de faire de la politique, mais vous reprochez aux Verts de s'être coquiner avec la gauche, notamment à votre ami Dominique Voynet. Oui. Pourquoi? Parce que si on veut faire évoluer les choses, si on veut pousser l'écologie, il faut bien trouver des alliés, il faut bien exercer le pouvoir. Alors, j'ai pensé ça au début, que l'écologie devait être apolitique et devait représenter un mouvement citoyen. Oui. Après, ils se sont associés avec la gauche. Moi, j'ai été très peiné de cela, parce qu'ils perdaient leur autonomie. Et j'ai vu qu'ils gagnaient cependant en pouvoir d'action en étant ministre et tout. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Europe Écologie, les Verts, parmi lesquels il y a des gens admirables. Ouais. Mais globalement, ils nous parlent de tout, sauf d'environnement, sauf d'écologie. Le problème des loups, qui est un vrai problème, est-ce que vous les entendez là-dessus? En ce moment, au moment où on parle, on braconne dans les Landes les ortolans et dans quelques jours les pinsons. Est-ce que vous les entendez là-dessus? L'artificialisation avec le drame de Nice, 80 000 hectares d'asphalte et de béton qui gagnent sur les terres agricoles et naturelles chaque année, soit l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Et on voit les ravages de cette urbanisation. Ensuite, alors là, tout le monde en parle. Ouais. Est-ce que vous les avez entendus? Nous, les associations de protection de la nature, on se bat tous les jours sur ces chapitres. Alors, tous les écolos ne sont pas comme ça, mais franchement, si les écologistes politiques pouvaient s'intéresser à l'environnement, à l'ours, au loup, au lynx et à tous les autres, ça serait bien. Eh ben voilà, c'est dit. Voilà. Et tous vos combats, c'est dans ce livre. Il faut continuer de marcher aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg. Merci d'être venu nous raconter tout ça. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.